ce nouveau dossier, on voulait parler d'un sujet qui nous paraît hyper important, c'est celui de la relation client. Comment être freelance for good jusqu'au bout des ongles et soigner sa collaboration, sa relation avec son client tout au long de sa mission. C'est un sujet qui nous paraît hyper important pour 3 raisons. D'une part, c'est parce qu'une bonne relation client te permettra de prendre soin avant tout de toi, donc de faire l'écologie de soi dans une collaboration qui est saine, dans laquelle on se sent bien. Donc c'est quand même quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est prendre soin de son client aussi, de ses modes de communication pour que ton client puisse lui aussi se sentir bien, qu'il puisse pourquoi pas se sentir aussi grandi après cette mission grâce à cette collaboration qu'il a menée avec toi. Et le troisième sujet, c'est la mission en tant que telle, qu'elle donne entière satisfaction sur les livrables, les attendus, d'autant que, a priori, ta mission va servir une dimension sociale ou écologique, donc ça fait d'autant plus sens. Du coup, ici, on va te partager des conseils pratiques issus des retours d'expérience des personnes qui font partie de notre communauté. Donc, c'est vraiment des conseils très, très pragmatiques qu'on va te partager pour construire une base solide dans cette relation client et aussi te permettre de la faire grandir tout au long de la mission et même après. Premier conseil qu'on a à te donner, c'est de ne pas te survendre sur tes compétences. La première chose à faire, c'est que ce soit dans un climat d'urgence ou pas, être vraiment clair avec son interlocuteur sur ce qu'on maîtrise, ce qu'on ne maîtrise pas, là où on est expert ou pas, là où on a de l'expérience ou pas, et totalement assumer qu'au cours d'une mission, on peut aussi apprendre des choses. Sur une mission, sur un périmètre de mission qui est proposé, on peut maîtriser 70-80% de la mission et du coup mettre vraiment ses compétences et son expérience à profit. Mais on peut aussi gagner de nouvelles compétences, se former sur un nouvel outil, sur 20 ou 30% de la mission. C'est totalement OK parce que on est freelance aussi pour apprendre et on peut aussi apprendre au fil de ces missions. Deuxième conseil, alors souvent on le sait dans la théorie mais on ne l'applique pas dans la pratique, c'est prendre un vrai brief. Et attention, un post-it glissé entre 2 portes n'est pas considéré comme un brief. Une note vocale de 10 secondes ou un email de 2 lignes non plus. C'est vraiment important de demander à ton client avant le démarrage de la mission de t'accorder 20-30 minutes minimum pour que tu aies bien une bonne compréhension finalement des attendus. Au cours de ce brief qui peut se faire par téléphone, par visio ou dans la vraie vie, de bien demander le contexte de la mission, les enjeux, les objectifs, les livrables, bien sûr aussi le budget et point hyper important, la deadline et les éventuels jalons. Et petit conseil là-dessus, le mieux c'est de se faire un petit template sur Notion par exemple pour être sûr que tu aies bien posé toutes tes questions et pas de te retrouver à raccrocher sans avoir toutes ces réponses-là et en n'ayant posé que la moitié de tes questions. Donc comme ça, tu seras sûr de n'avoir rien oublié. Troisième conseil pour construire une relation client sur des bases saines, et là c'est toi qui vas devoir bosser, c'est de fournir à ton client une proposition commerciale ou un devis le plus détaillé possible. La première chose à détailler, c'est ta compréhension du contexte, des enjeux et des objectifs de la mission. La deuxième chose, et je dirais peut-être la plus importante, c'est de bien détailler les livrables, les attendus. Et attention, c'est important de détailler ce qu'on entend derrière le nom des livrables et de mettre une vraie définition. Je donne un exemple, étude de marché. On ne met pas tous derrière la même chose, derrière ce terme un peu fourre-tout d'étude de marché. Est-ce que c'est une note de 2-3 pages? Est-ce que c'est des fiches détaillées par acteur? Tous ces détails-là, vraiment, n'hésite pas à les mettre dans ton devis ou dans ta propale. Troisième point qui doit figurer dans ton devis, c'est bien évidemment les jalons et la deadline. Et tu as tout à fait le droit de challenger les dates qui t'ont été données par le client qui n'a pas toujours conscience des réalités de production. Donc, tu peux le sensibiliser là-dessus en disant tu m'as dit le 15 septembre, il me faudra 15 jours de plus. Donc, voilà ce que je te propose dans mon devis. Et troisième sujet, c'est aussi sur les modalités de collaboration. Des fois, on a l'impression sur certaines missions d'être un salarié masqué et donc c'est important, tu n'es pas salarié, tu es freelance et s'il y a des conditions qui sont importantes pour toi, des règles RH que tu t'es appliquées, que ton client a besoin de savoir, ne pas hésiter aussi
de le mettre dans ton devis. Donc par exemple, si tu ne travailles pas une demi-journée ou une journée, si tu es d'accord de te déplacer X fois par semaine ou par mois au sein des bureaux de ton client, n'hésite pas à le faire figurer. Et le quatrième conseil qu'on pourrait te donner pour construire des bases solides dans cette relation client au démarrage de la collaboration, voire même avant, c'est d'écouter ton intuition. En fait, le retour d'expérience qu'on a des Freelance for Good de notre communauté, c'est qu'en général, c'est vraiment une très bonne alliée. Et quand on n'a pas apprécié la façon dont ont été faites les choses ou la façon dont ont été dites les choses, qu'on ne le sent pas, qu'on ne sent pas l'environnement, qu'on ne sent pas la personne, s'autoriser à dire non. Si on voit que les freelances qui ont essayé de la dépasser, de la mettre de côté en se disant non, non, il faut que j'y aille et de foncer, l'ont souvent regretté. Donc, soit à l'écoute de cette petite voix qui te dit n'y va pas, si c'est pour des bonnes raisons, si c'est pas juste le syndrome de l'imposteur et la peur associée à ce syndrome de l'imposteur qui te dit n'y va pas. C'est vrai que derrière le mot formalité, on y met des choses plutôt négatives, de l'administratif, du temps perdu. Mais en fait, formaliser et être un poil procédurier quand on est freelance, ça permet quand même de se protéger, d'anticiper le pire et ça évite de se retrouver dans de mauvais draps. Et donc, on va te partager 7 indispensables avant de te lancer. La première chose, c'est de prendre un outil de facturation. Ça te permet de faire des devis et des factures qui sont bien propres avec toutes les mentions qui sont importantes, les mentions légales. Donc, tu en as qui sont gratuits, voire pas trop chers. Donc, n'hésite pas à vraiment te prendre assez rapidement un outil de facturation. Le deuxième sujet, c'est de prendre une assurance RC Pro, donc une responsabilité civile professionnelle qui va te protéger en cas de dommage pendant une mission pour un tiers, donc pour ton client. Troisième point important, c'est de demander à ton client un accord écrit avant de te lancer sur le devis ou la proposition commerciale que tu lui auras envoyée. Un autre point, et c'est pas le plus rigolo, c'est les conditions générales de vente. Quand tu envoies un devis, une proposition commerciale, c'est vraiment important de joindre tes conditions générales de vente. Pour ça, n'hésite pas à demander aussi à des pairs, donc à d'autres freelances, leurs conditions générales de vente ou au moins quels sont les points cruciaux. Ça te permettra de construire les tiennes. Le mieux, c'est d'avoir un template dans lequel tu mets vraiment toutes les mentions qui te paraissent importantes, ces mentions correspondant à toutes les situations désagréables dans lesquelles tu pourrais te retrouver, par exemple le non-paiement. Et après, c'est un document qui évoluera dans le temps et qui est modulable en fonction de ton client et de la mission. Point important pour les missions longues et engageantes, ne pas hésiter à demander un contrat de sous-traitance. C'est vraiment recommandé. Ça te permettra d'avoir une protection un peu plus solide et d'être bien au clair sur la façon dont tu vas collaborer avec ton client sur la durée. Dernier point, demander un acompte avant démarrage. On constate ces derniers mois que il y a de plus en plus de mauvais payeurs. En tout cas, c'est une tendance qu'on ressent, on n'a pas de chiffre clé. Et donc, pour être sûr d'avoir en face de soi un bon payeur, demander 30% d'acompte, c'est la bonne pratique. Ça paraît être quelque chose de bien pour démarrer. Et dernier point, c'est préciser ce dont tu as besoin pour bien démarrer, donc les accès à des outils, les accès à la documentation. Déjà l'anticiper avant même le démarrage de la mission, comme ça ton client pourra préparer tout le setup dont tu as besoin. Comment mettre en place une bonne gestion de projet, se mettre d'accord sur les modalités de collaboration. Et souvent, tu vas le constater, c'est le freelance qui apporte un peu de rigueur là-dessus. Premier point, si c'est une mission un petit peu dans la durée, n'hésite pas à proposer un petit rapport hebdo. Alors, ça peut être juste un mail un peu récap, ça peut être un Trello, ça peut être un Notion avec ce qui a été fait, le réaliser, ce qui reste à faire. Mais donner régulièrement une visibilité sur l'avancement, le niveau d'avancement, c'est quand même hyper important. Et ça permet aussi de partager régulièrement les questions, de partager éventuellement les risques. Donc tout ça dans un rapport bien sûr hyper synthétique parce que ton client a 10 000 choses à gérer. Donc ne pas en faire des tartines, aller à l'essentiel.
Une autre bonne pratique, parce que l'écrit c'est bien, mais l'oral c'est encore mieux, c'est de participer aux réunions qui te paraissent importantes. Donc, n'hésite pas à demander les réunions existantes, les instances existantes dans lesquelles ce serait intéressant que tu t'intègres parce que ce serait bénéfique à ta mission et à ton projet. Ou alors, tu peux aussi demander un point ad hoc assez rapide avec ton client pour faire le point à l'oral. Ça permet aussi de prendre la température, d'avoir des informations un peu plus informelles et en général, c'est assez sympa aussi pour nourrir cette relation avec ton client. Le dernier point, c'est le sujet de l'avenant. Parce que quand ça se passe bien avec le client, il va avoir tendance à te donner de plus en plus de responsabilités, de nouvelles missions, et sans se rendre forcément compte que ça constitue une vraie nouvelle charge qui n'était pas prévue dans le devis initial. Donc là aussi, ne pas rien dire, des fois on dit rien parce qu'on ne veut pas froisser, mais si ça représente réellement une nouvelle charge de travail, tu peux proposer un avenant pour ajouter ces nouveaux jours de travail qui n'étaient pas prévus initialement. Et la première chose à faire, c'est un bilan avec soi-même. Donc là aussi, tu peux essayer de le formaliser, c'est intéressant. Voir si tu as été, si tu es content ou contente de la mission que tu as réalisée, ce que tu as appris, ce que tu aurais fait différemment. Faire ton propre retour d'expérience de cette mission-là et le formaliser, ça devrait t'aider après dans tes futures missions. Le deuxième point, c'est bien évidemment de demander aussi une réunion de fin de mission, une réunion de bilan avec ton client pour avoir aussi son retour. C'est vrai que quand on est freelance, on n'a pas de hiérarchie, on n'a pas de boss qui va nous dire ce qui va et ce qui ne va pas, nous proposer un entretien individuel annuel pour voir les axes de progression. Donc pour mieux progresser, c'est quand même hyper important d'avoir un feedback de la part de son client sur ce qui s'est bien passé, sur ce qu'il aurait fallu améliorer, ce qui aurait pu être fait différemment. Et souvent, ce bilan, nous, c'est le retour qu'on a de la part de nos freelances. C'est aussi un moyen de soigner son syndrome de l'imposteur parce que souvent, on entend plutôt des choses chouettes sur soi. Et donc, ça fait du bien de les entendre et ça rassure sur nos compétences, sur nos aptitudes et ça nous booste pour la prochaine mission. D'ailleurs, sur cet art du feedback, on a un article dédié sur notre blog que je vais vous mettre dans les ressources. Et enfin, un autre point hyper important, c'est de demander aussi, si tu en ressens le besoin dans ta prospection, ton réseautage pour trouver des nouvelles missions, de ne pas hésiter à demander à ton client de te recommander auprès de ses pairs. Ne pas hésiter aussi de demander un testimonial écrit, ce qu'on appelle aussi une référence que tu pourras mettre dans tes propositions commerciales futures. Voilà, qui peut être anonyme ou pas d'ailleurs. Et tu peux aussi demander une reco sur LinkedIn, c'est de plus en plus utilisé par les personnes qui travaillent avec des freelances pour voir. Il y a aussi parfois des situations compliquées dans lesquelles on peut se retrouver. Heureusement, ces situations sont rares, mais ça nous paraissait important d'en parler pour que, le cas échéant, si tu te retrouves dans ce type de situation, que tu ne te sentes pas seul, que tu saches que c'est des choses que certains freelances peuvent rencontrer et te rassurer aussi, te proposer des solutions par rapport à ces situations compliquées. Première situation compliquée, c'est la mission qui ne démarre jamais. Tu as un accord oral, ton client a l'air hyper emballé, il te dit go, mais après il te ghost. C'est des choses qu'on a pu voir autour de nous malheureusement. Donc il faut savoir que tant qu'un devis, une proposition commerciale n'est pas signée avec un bon pour accord, cette mission potentiellement peut ne pas démarrer. C'est des choses qui arrivent. Alors, autre situation très rare aussi, c'est le client qui ne paye pas ou sur lequel les délais commencent à être vraiment très longs parce que finalement, il n'a pas les fonds. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour éviter ce genre de situation, avoir demandé 30% d'acompte, c'est quand même pas mal pour faire un peu ceinture bretelle. Mais si tu te retrouves malgré tout dans cette situation-là, il faut quand même persister et là aussi potentiellement faire appel à une société de recouvrement pour récupérer les fonds qui te doivent. Dernière situation qui est rare mais qui existe aussi même dans le secteur de l'impact parce que c'est pas non plus les bisounours, c'est le client toxique. Alors il y a plein de sortes de toxicité. Je suis pas psy et je vais pas rentrer dans le détail de tous les profils de clients toxiques qui peuvent exister.
Mais vraiment, la première chose, c'est de faire preuve d'assertivité, de poser son cadre, de mettre de la distance. La deuxième chose, c'est d'en discuter en faisant preuve, toi, de communication, en appliquant les bonnes pratiques de la communication non violente et d'essayer de recadrer. Et si c'est pas possible, de fuir. C'est-à-dire que tu peux demander, toi, de terminer une mission, d'expliquer les raisons et demander ton restant dû. Ne reste pas dans une situation qui va vraiment te mettre mal, dans laquelle tu risques de perdre confiance en toi, de perdre énormément de temps, de perdre de l'énergie, te cramer. Le mieux, si vraiment tu as passé toutes ces étapes-là et que ça ne se résout pas, c'est de partir. Bon, on va quand même essayer de finir sur une note enthousiasmante et joyeuse. On te rassure, les cas exceptionnels qu'on a évoqués à la fin sont, comme je l'ai dit, exceptionnels. Et devenir freelance for good, c'est aussi une question de posture. Cette fameuse posture d'indépendante solopreneur qui n'est pas évident, surtout quand on vient du salariat. Et donc, si tu sens que tu as besoin d'aide, que tu as envie de le faire de façon collaborative au sein d'une communauté bienveillante et engagée, tu es bien sûr la bienvenue et je te mets le lien pour rejoindre la communauté, pour postuler et rejoindre notre collectif. Bonjour.